donc, on a maintenant le temps de discuter ensemble dans une table ronde et je vous invite bien sûr à échanger entre vous, mais je vais essayer d'animer ça d'ici. Puis je veux remercier les personnes qui nous écoutent d'envoyer des questions. J'en ai quelques-unes et c'est très agréable. Bien sûr, beaucoup d'espoir, hein, beaucoup d'espoir pour ceux qui ont des êtres chers ou eux-mêmes affectés par une maladie rare. Et je pense que contrairement à l'impression générale dans les années 80-90, on était encore dans le doute, là on est dans le concret. Et finalement, un des enjeux, ça va être l'accès au traitement. Et juste après nous, il va y avoir une table ronde et un autre entretien sur l'accès au traitement, etc. Donc c'est vraiment l'enjeu majeur aujourd'hui. Alors la France est très bien organisée sur les maladies rares, hein. On ne peut pas remercier assez ceux qui ont été à l'origine de tout ça. On a une certaine fierté de présenter notre expertise et notre savoir-faire. Maintenant, il faut qu'on puisse apporter à nos patients des solutions thérapeutiques durables. Et ça va être ma première question pour le professeur de Montalembert, Marianne. Je vais vous poser une question très simple que me posent les patients. Donc là, vous commencez à présenter des résultats spectaculaires, hein, de la thérapie génique. Et on me pose régulièrement la question, est-ce réellement durable? Vu que vous êtes une pédiatre, comment vous assurez la transition vers les spécialistes de l'adulte? Donc déjà la durabilité, la durée, et ensuite la transition, parce que ces malades ne sont plus malades, mais ils ont quand même une menace et il faut vraiment être certain qu'ils sont toujours dans le système. Merci. Alors moi, j'ai adoré vos présentations, je trouve ça extrêmement intéressant. Je commence comme ça, mais vraiment, c'était très intéressant. Heu, pour la drépanocytose, le patient que j'avais confié à l'équipe de la Fischer et à Marina Cavazzana, on a 7 ans de recul. C'est un fait et ça fait 7 ans qu'il va extrêmement bien. Pour, les données, on a en gros généralement 2 ans de recul, qu'on prenne, l'addition avec Bluebird, qu'on prenne, l'editing avec Vertex, on est autour de 2 ans. Je peux pas outrepasser, cette durée de suivi. En 2 ans, oui. Par contre, une chose qui est très, ce qui m'oppose à mon collègue et dont j'ai beaucoup apprécié la présentation, c'est que la drépanocytose, la difficulté, c'est d'apprécier sa gravité. Parce que vous êtes dans des maladies constamment mortelles, en fait, si j'ai bien compris, dans Pour l'amylose, des oui. situations mais épouvantables. Et dans la drépanocytose, c'est toujours la question de l'indication et de la balance bénéfice-risque. Il y a des patients drépanocytaires qui vont bien. Donc, la question qu'on a déjà eue, c'est un long débat qu'on a depuis longtemps parce que nous, depuis 1984, on a la possibilité de faire des greffes de moelle. Et ça a toujours été la question. Et c'est presque par pays. Il y a des pays où tout patient ayant un donneur HLA identique va être greffé. Et puis il y a des pays où on va dire, à l'heure actuelle, il y a la toxicité du traitement qui fait qu'il y a un risque de décès lié à la greffe, un problème sur la fertilité, et il y a une balance bénéfice-risque qui n'est pas toujours très facile à faire. Alors évidemment, dans la thérapie génique, on n'a plus de risque de GVH. Ça, c'est au moins un problème évacué. Mais il va rester, par exemple, sur les cas de Vertex, c'est vrai, ou sur le cas de Bluebird, il y a quand même la myéloablation reste une étape qui n'est pas dénuée de toute toxicité. Et en particulier, j'ai des familles qui viennent me voir en disant je veux pas de greffe de moelle parce que je veux être sûre que mon enfant aura des enfants, donc je veux la thérapie génique. C'est pas un bon calcul parce qu'en fait, la toxicité du busulfan est la même que ça soit utilisé pour une greffe de moelle ou pour une thérapie génique. Donc nous, on a un petit peu en plus cette question de la balance bénéfice-risque que vous avez pas parce que l'avenir naturel est épouvantable dans tous les cas. Donc je dirais que c'est un petit peu ça. Je dirais que le recul, il est pas, considérable, mais ça se pose la question de la thérapie génique et de la toxicité. Par exemple, quand est-ce qu'on commence à faire une thérapie génique? Imaginons un monde merveilleux où tout le monde est à 1 800 000 € et on puisse faire une thérapie génique à tous les drépanocytaires. Mais il y a des enfants drépanocytaires qui on ne ferait rien, ils iraient pas si mal que ça, voire même ils iraient bien. Donc il faudrait aussi, dans nos recherches et dans les travaux, essayer de trouver des facteurs pronostiques précoces de gravité, ce que nous n'avons pas. Et puis après, ce qu'on fait nous en greffe de moelle, c'est qu'on dit généralement,
La tolérance de la greffe, elle est vraiment très, très bonne chez les petits, alors on va greffer assez largement. À partir de l'adolescence, la tolérance est moins bonne. La question peut se poser, mais quelquefois, on a les signes de gravité qu'à l'adolescence et pas chez le tout petit. Donc nous, on a beaucoup de problèmes éthiques, de balance bénéfice-risque, qui sont pas les vôtres parce que vous êtes monomorphe dans une évolution dramatique. Donc je dirais, le recul, 7 ans. La balance bénéfice-risque, vous pouvez pas en faire l'impasse. Très bien. Et vous êtes très fluide dans la transition enfant-adulte au niveau de votre centre de référence, c'est tout Nous, à fait oui. formalisé. Nous sommes un excellent centre. Nous, Voilà. Hein, nous, on est je vous tends la mariés. perche. On est mariés avec l'HEGP et ça se passe pas mal, mais ça se passe jamais très bien. Mais on se donne énormément de mal. On a une recherche en cours avec Lyon, avec l'équipe de Lyon, une étude nationale sur comment améliorer la transition. On sait que c'est pas parfait, mais on se donne énormément de mal pour essayer d'améliorer. Voilà, mais c'est parfait. Et puis surtout, on a des enjeux majeurs. Et moi, je trouve qu'un des messages d'espoir principaux d'aujourd'hui, c'est qu'on est peut-être capable de guérir ces maladies rares. Et donc, il faut qu'on assure un suivi de très long terme. Ah oui, bien sûr. Donc, les enfants devront des adultes, des parents, des grands-parents. C'est tout l'objectif. Je crois que vous voulez dire quelque chose. Oui, sur la question de durabilité, je crois que c'est une question très, très, très importante, et surtout en thérapie génique. Je dirais, maintenant, pour certaines maladies, on a un recul d'à peu près 5, 6, parfois même 7 ans, hein, et même plus. On a 20 ans pour les premiers enfants traités Voilà. des immunodéficiences sévères. Alors, c'est de la thérapie unique ex vivo. Voilà. Oui, exactement, le lentovirus. Hein. Mais je dirais, on a déjà un certain recul. Et comme vous le dites, ce sont des maladies rares, parfois même ultra rares. Et quelle sera la durabilité? Est-ce que c'est 5 ans? Est-ce que c'est 10 ans? Est-ce que c'est 20 ans? Personne n'a la réponse pour le moment. Donc ça nécessite un suivi à long terme. Ça nécessite un suivi à long terme, non seulement sur la durabilité, mais aussi sur la tolérance et sur le safety. Hein. Et ce sont des questions très, très importantes et pertinentes. Mais pour pouvoir assurer un suivi optimal et collection de données optimale, je crois que ça nécessite aussi une approche européenne. Parce qu'un suivi dans un seul centre, même si la compétence est extrêmement importante, n'est probablement pas suffisant pour adresser la question. Donc il faut, et je crois que c'est un défi, si je peux me permettre, donc créer une infrastructure non seulement au niveau national, mais probablement aussi au niveau européen, une infrastructure qui nous permet de suivre ces patients à long terme. Très bien, je vais prendre l'occasion, je vais prendre la balle au bon pour souligner la qualité encore des centres de référence maladies rares français et européens. La jeunesse de registre, très informatif, complet, sans perdre de vue, et la nécessité certainement pour les autorités européennes de nous imposer, parce que la vie c'est comme ça, de nous imposer un suivi à très long terme de toutes ces thérapeutiques innovantes. Donc merci d'avoir soulevé ça. Frédéric, sûrement un commentaire. Oui, sur la question de la durée de l'effet, c'est tellement important. Hein. Alors, les premiers patients traités, enfin, le premier essai de thérapie génique qui a eu du succès, c'est celui sur les patients atteints d'immunodéficience sévère qui a été mené par Alain Fischer. Hein, et aujourd'hui, on a un peu plus de 20 ans de recul sur les patients, donc avec des effets qui sont stables. Et les questions ne se posent pas de la même manière selon la technologie utilisée. La technologie ex vivo, on va amener un vecteur intégratif, un ADN qui va s'intégrer dans les cellules hôtes, et c'est ce qu'on fait pour les immunodéficiences, c'est ce qu'on fait pour la drépanocytose. Et puis les approches in vivo, on va amener un vecteur adéno-associé, où cette fois-ci l'ADN, enfin le gène ne s'intègre pas, il reste épisomal, donc il reste à côté de l'ADN de la cellule hôte. Et voilà. Et la question, elle est d'une stabilité génétique, mais elle est aussi liée à la réponse immunitaire. C'est-à-dire est-ce qu'il y a une réponse immunitaire contre le transgène, contre le vecteur, qui pourrait affecter la durée de l'effet. En tout cas, cette durée, elle est importante parce qu'en particulier pour les maladies pédiatriques, et je pense aux approches ex vivo, maladie du foie, on va apporter un gène thérapeutique à un enfant, l'enfant va grandir, le foie va grossir, et finalement, de certaine manière, très schématique, la concentration du gène thérapeutique pourrait arriver sous un seuil thérapeutique. Et donc là se pose la question de la réinjection. Et la question de la réinjection, elle n'est pas simple, parce qu'en réalité, on a administré au patient quelque chose qui ressemble quand même beaucoup à un virus, parce que maintenant, après le Covid, tout le monde a compris que quand on injectait un virus, on suscitait une réponse immunitaire, et cette réponse immunitaire, elle empêche la réinjection. Et il y a un enjeu majeur sur ces approches de thérapie génique, c'est de permettre la réinjection. Quelles sont les approches qui vont permettre de
moduler la réponse immunitaire lors de la première injection pour permettre la réinjection. Et ça, c'est un enjeu important parce qu'on sait que tous ces enfants qu'on voit atteints d'amyotrophie spinale de type 1, voilà, qu'on voit aujourd'hui, on sait qu'ils ont, ils ont aujourd'hui 4, 5, 6, 7 ans. Ils n'auraient pas dû vivre au-delà de l'âge de 2 ans, mais la question c'est est-ce qu'on va pouvoir les réinjecter? Enfin, faudrait-il les réinjecter? Pourra-t-on le faire? Donc c'est un enjeu véritablement de recherche et de développement majeur. Merci d'ouvrir ces perspectives. Je crois que c'est très important. Les gens qui nous écoutent sont sûrement passionnés et ils suivent ça avec beaucoup d'intérêt. Je voudrais passer la parole à Andoni et Janice Lagoula, juste pour peut-être développer encore plus maintenant dans le domaine des neuropathies amyloïdes. Vous avez une diversité d'approches thérapeutiques très riche. Comment vous priorisez une thérapeutique par rapport à l'autre lors de vos réunions de concertation pluridisciplinaire pour un patient donné? C'est-à-dire transplantation hépatique, ARN interférent, thérapie génique. Est-ce que vous avez une discussion structurée, un programme national de diagnostic et de soins bien structuré là-dessus? Ou est-ce que c'est encore en développement? Un peu des deux, hein, j'ai envie de répondre. Effectivement, on a une RCP qu'on a mise en place quand les ARN interférentiels sont apparus. Donc, on a mis en place il y a 2-3 ans une RCP nationale dans laquelle on discute des cas difficiles pour effectivement savoir qu'est-ce qu'on va mettre en priorité. Est-ce qu'on commence avec le tafamidis? Est-ce qu'on va directement à l'ARN interférentiel? Et ça va dépendre un petit peu du grade d'avancement de la maladie chez le patient. Quelqu'un qui est à un stade très débutant va peut-être plutôt commencer avec du tafamidis et se laisser l'ARN interférentiel en cartouche de secours. Quelqu'un qui est déjà avancé, on va peut-être aller plutôt sur le RNA interférentiel. Donc c'est vraiment une discussion au cas par cas. Et on a un PNDS, mais qui maintenant est périmé. On est en train de travailler dessus à la réactualisation de ce PNDS pour essayer de mettre tout ça à jour. Mais en tout cas, voilà, c'est des discussions assez intéressantes au niveau de CRCP. Pour ce qui est de la greffe hépatique, il n'y a plus beaucoup d'indications. On la discute de temps en temps sur des mutations très particulières, mais le fait est qu'on va en faire de moins en moins. Ça, c'est quelque chose de clair. Et pour rebondir peut-être sur ce que disait ma collègue sur les aspects éthiques, on a un côté éthique important sur ces amyloses, c'est qu'on voit des patients présymptomatiques. On a des patients qui sont mutés et un certain nombre d'entre eux vont développer la maladie. Et la question se pose là aussi de savoir à partir de quand est-ce qu'on traite? Est-ce qu'on traite quand le patient est symptomatique? Est-ce qu'on traite quand les dépôts d'amylose sont présents, que le patient soit symptomatique ou pas? Donc ça, c'est en train de devenir la discussion, je pense, qui va être proéminente dans les années qui viennent, savoir qu'est-ce qu'on fait au juste. Pour chaque patient qui est malade, il y a trois porteurs de la mutation dans la famille. Ça fait beaucoup de monde et nous, on a une consultation de dépistage dans laquelle on accueille les patients, on fait le dépistage et on a beaucoup de patients qui sont porteurs et qui risquent un jour de développer la maladie. Donc, ça va être des discussions extrêmement importantes dans les mois et dans les années qui viennent. Merci, merci d'ouvrir ces perspectives parce que c'est vraiment important. Il faut qu'on soit capable de prévenir. Hein, c'est toujours mieux que de guérir. Mais d'un autre côté, à quel prix et avec quel risque? J'ai exactement les mêmes problématiques dans l'hypertension artérielle pulmonaire familiale, où on a un programme de dépistage présymptomatique avec des porteurs de mutations qui ont une hypertension pulmonaire à l'effort et qui sont peu symptomatiques. Et c'est vrai que nous n'avons pas encore les solutions de thérapeutique génétique, mais ça va venir très vite. Et c'est certainement une question universelle dans toutes ces thérapeutiques. Donc c'est intéressant. Dans ta RCP, donc dans ta réunion de concertation pluridisciplinaire, est-ce que les considérations économiques sont discutées, ou on a la chance d'être dans un pays où le quoi qu'il en coûte pour la santé existe encore? Là, pour l'instant, honnêtement, non. C'est pas quelque chose sur lequel on discute. Les traitements sont disponibles, hein, le tafamidis, le patisiran, l'inotersen, ils sont disponibles, ils sont remboursés. Donc, c'est pas une considération qu'on a pour l'instant, mais ça risque de changer. Hein. Quand les nouveaux traitements CRISPR-Cas9 vont apparaître, on va passer à quelque chose économiquement d'un niveau plus élevé. Mais en tout cas, en pratique, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir éviter ça. Donc c'est très, très important. Et encore une fois, on a la chance d'être dans un pays assez bien organisé. Et j'encourage toujours les collègues qui me disent le programme national de diagnostic et de soins, donc les recommandations. Les recommandations pour la maladie sont un peu anciennes. Moi, c'était une priorité dans mon service d'avoir un PNDS récent. Parce que qui dit PNDS récent dit opposable.
C'est-à-dire que si vous n'avez pas un PNDS récent, on peut toujours vous dire, bah, dans vos recommandations nationales, telle maladie n'a pas de traitement vraiment bien recommandé au niveau de votre centre de référence. Donc, je sais que les journées font 24 heures, on a tous nos engagements multiples, soit enseignement, recherche, administration, beaucoup d'administration malheureusement, et on doit faire vraiment quelques priorités. Dans nos équipes, je pense que le PNDS, avec les associations de patients, grosse priorité. Alors, j'aimerais bien avancer. On a énormément de questions. C'est formidable. Vous avez passionné les personnes qui nous écoutent. J'aurais une question pour Dirk. Tout le monde a été vraiment passionné et engagé dans le développement des vaccins contre la Covid-19. Et nos amis du monde des maladies rares disent, est-ce qu'il y a des recommandations, ce qu'on appelle en anglais des best practices, pour accélérer le développement de certains traitements pour les maladies rares, pour lesquels il y a un besoin médical important? Vous avez été capable de traiter 1,5 milliard d'humains pour la prévention du Covid. Est-ce que pour des maladies plus rares, vous avez la qualité et la capacité d'aller très vite, comme vous l'avez fait dans le développement d'un vaccin contre la Covid? C'est une bonne question et merci pour la question. Je crois qu'il n'y a pas une seule réponse à la question. C'est souvent comme ça, mais je crois que c'était vraiment une crise mondiale. Hein, et il était clair que pour pouvoir adresser la crise, il fallait une collaboration entre différents partenaires. Hein. Les autorités, l'industrie, l'académie et autres partenaires. Et donc, il y avait ce qu'on appelle ces sense of urgency, comme on dit en anglais, qui était partagé par tout le monde. Ça, c'est sans aucun doute. Mais qui a aussi créé un environnement ou une envie de challenger, si je peux le dire, des pensées dominantes. Hein. Je prends quelques exemples. Par exemple, une pensée dominante que les autorités compétentes ne peuvent qu'évaluer les données dès que toutes les données sont disponibles. Hein. C'est une pensée dominante. Eh bien, on a challengé et on a eu un accord avec les autorités, que les données allaient être fournies tant qu'on les récoltait et qu'ils allaient évaluer les données dès qu'ils arrivaient. Et ça nous a apporté un gain de temps très, très important. C'est un exemple. Un deuxième exemple, pour faciliter les essais cliniques à travers le monde, non seulement aux États-Unis, mais aussi en Allemagne, en Turquie et autres pays européens et asiatiques. Comment on travaillait avec ARN, c'était considéré comme genetically modified agent, hein, donc organisme génétiquement modifié, qui en Europe est susceptible à une législation qui est phytothérapie. Et on a obtenu une exemption à cette réglementation européenne pour faciliter l'importation en Europe, pour pouvoir démarrer les études de façon beaucoup plus vite. Ce sont que deux exemples. Mais des exemples qui ont quand même eu un impact très très important et qui nous ont permis de mettre les études en place avec une vitesse sans aucune précédente. Hein. Étant donné qu'en maladie rare, il y a aussi une urgence très importante, avec aussi des opportunités qu'on a discutées aujourd'hui, je crois que ça nécessite certainement une réflexion. Qu'est-ce qu'on peut utiliser de ces exemples et les apporter ou les utiliser pour adresser des besoins très très importants pour maladies rares. Ce ne sont que deux exemples, mais qui vont certainement nous permettre de pouvoir accélérer le développement. Et puis, il y a non seulement le développement, il y a aussi l'accès. Mais c'est toute une autre discussion qu'on peut peut-être avoir un peu plus tard. On l'aura un peu plus tard, et puis il y aura aussi une table ronde dédiée à ça, mais c'est vraiment important. Là, vous avez ouvert des perspectives. Donc, pour les gens qui nous écoutent, théoriquement, c'est possible d'aller très vite, quelle que soit la question. Ensuite, c'est les problèmes réglementaires, administratifs, et puis ça demande tout d'abord une volonté de collaborer entre différents partenaires. Je crois que cette volonté, elle est là, sans aucun doute. Mais ça nécessite aussi une certaine flexibilité au niveau des réglementations, qui nécessite des changements de réglementation non seulement en France ou dans des pays individuels, mais des réglementations européennes. Et je crois qu'avec la présidence française qui débute à partir de janvier, on a peut-être une opportunité de mettre ça sur l'agenda. Très bien, c'était ce matin dans notre ouverture, la présidence française. Frédéric, vous voulez intervenir suite à ça? Parce que quand même, vous êtes aussi un important partenaire. On est vraiment, on regarde avec beaucoup d'intérêt ce qui s'est passé sur les vaccins ARN et la vitesse extraordinaire à laquelle ces produits ont pu être mis à la disposition des patients. Et je pense qu'en effet, il y a beaucoup à apprendre.
en matière de, voilà, de trajet de développement, d'interaction avec les agences. Et le Covid, c'est une maladie, et les maladies rares, il y en a 6000. Alors, toutes ne sont pas éligibles à la thérapie génique, mais on voit bien que il y a la bonne volonté, il y a l'écoute, il y a aussi les ressources. Les ressources du côté des agences réglementaires pour pouvoir répondre. Et en effet, cette approche qui est de présenter des données au fur et à mesure de leur obtention, c'est une approche extrêmement intéressante. Mais ça nécessite du côté de nos interlocuteurs dans les agences réglementaires d'avoir les ressources pour faire cette analyse et être réactif. Alors, parce que dans le cas du Covid, ils ont mobilisé des ressources qui allaient bien. Il faut bien le dire parfois au détriment des ressources à allouer aux autres projets. Nous, on avait aussi des projets à développer pendant ce temps-là. On a bien senti que c'était plus compliqué, quoi. Il y avait d'autres urgences. Donc la question de la ressource qui est allouée cette fois-ci par les gouvernements à ces agences et de leur organisation est quelque chose d'important. Et si je peux me permettre, vous avez entièrement raison. C'est une question de ressources aussi, et une question de mettre les priorités nécessaires. Et je crois que c'est une discussion qui est actuellement en cours. Mais encore un point que je voudrais bien aboutir, et je crois que c'est important, un développement accéléré, mais sans aucun compromis sur la qualité. Ça, c'est aussi très, très important. Et c'est non seulement important pour le vaccin, mais c'est aussi très important pour toute maladie ou thérapie génique pour des maladies rares. Donc, sans aucun compromis sur la qualité. Je crois que c'est important que je le souligne. Oui, c'est très important, la sécurité avant tout, quand même. Et puis, non, alors la sécurité, évidemment, enfin, je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Mais je pense aussi, au-delà des agences réglementaires, la complexité, je prends un exemple, la complexité de la contractualisation entre les promoteurs et les centres investigateurs qui peut prendre, alors en France et ailleurs en Europe, qui peut prendre des mois. C'est-à-dire que vous avez votre autorisation et vous n'êtes toujours pas les contrats avec les centres investigateurs, quels que soient vos efforts. Et là aussi, c'est une question, alors c'est pas la bonne volonté individuelle y est probablement, mais la bureaucratie et la question des ressources reste une question qui est vraiment pesante. Très bien. Je profite que vous avez la parole pour vous poser une autre question. Donc, vous représentez Généton avec une association de patients à l'origine de tout ça, l'AFM. Pour le champ thérapeutique et la thérapie génique, comment vous pouvez peut-être résumer en quelques mots l'importance d'avoir une association de patients à l'origine de tout ce développement? Alors, je pense que ce champ de la thérapie génique n'aurait pas eu le développement qu'il a eu s'il n'y avait pas eu en France l'AFM Téléthon. Et puis d'autres acteurs, par exemple en Italie également, avec cette orientation prête à prendre des risques, éclairée au plan scientifique, qui était capable d'avoir une vision. Et prêt à prendre des risques qu'aucun autre acteur ne voulait prendre, pour des raisons qui tiennent à la logique des acteurs financiers ou pharmaceutiques classiques, qui ont tendance à venir une fois que les fruits sont mûrs, d'une certaine manière. Et je pense qu'on est vraiment là sur une... il y a un fait historique et ce champ-là n'aurait pas eu ces développements si derrière il n'y avait pas eu les patients. Les patients qui n'agissaient pas pour leur propre compte ou pour ceux de leurs enfants, parce qu'ils savaient bien que soit leurs enfants avaient disparu, soit ils savaient bien que le temps de la recherche n'est pas forcément celui de la maladie, mais enfin qui avaient décidé de prendre les choses en main et avec les moyens qui étaient les leurs d'avoir une politique d'innovation, de recherche et développement structurée. Voilà, on va voir, et ça illustre aussi, parce qu'on est à RARE 2021, ça illustre aussi l'importance des maladies rares en tant que tremplin pour les maladies fréquentes, parce qu'aujourd'hui la thérapie clinique, c'est pas simplement les maladies rares, c'est aussi les maladies fréquentes. Ça peut d'ailleurs être une source, le fait qu'il y ait tant de développement pour les maladies fréquentes peut être aussi une source de questionnement pour les maladies rares, parce que est-ce que ces moyens qui maintenant sont accordés aux maladies fréquentes ne sont pas des moyens qui sont détournés des maladies rares? Et voilà, donc on a une histoire, je pense, qui nous apprend ce que peut faire une association de patients, ce que peut faire des patients, et le rôle déterminant qui peut être le leur. On a tendance à voir les patients comme, pour les industriels pharmaceutiques, comme finalement une source les associations de patients comme une source de cohorte pour les essais cliniques. En fait, on voit bien que ce sont des acteurs d'un autre niveau. Ouais, c'est beaucoup plus riche que ça, et vous l'avez Absolument. démontré.
Voilà, donc bravo pour ça et bravo d'être l'avocat des associations de patients aujourd'hui. On est tous très proches de nos patients. Merci pour eux. Marianne, on a vu dans la diapositive des années 40 avec le monsieur avec le petit béret, et puis maintenant CRISPR-Cas9, le prix Nobel de chimie d'il y a 2 ans, qui aboutit à des traitements. Enfin, quelle accélération, c'est prodigieux. Vous avez travaillé aussi, bien sûr, avec Alain Fischer, Mariana Cavadana, etc., sur des thérapeutiques vraiment innovantes il y a maintenant près de 10 ans. On voit l'accélération. Est-ce qu'on peut imaginer encore un niveau supérieur d'accélération, soit, je dirais, de nouvelles approches thérapeutiques visant le gène, soit une démocratisation? Hein, on a compris que la société pharmaceutique s'est désengagée au moins temporairement du marché européen. Est-ce que vous pensez qu'il y aura peut-être d'autres solutions à une échelle plus industrielle, à un coût plus accessible? Est-ce qu'avec vos collègues de recherche à Necker, vous avez des opportunités éventuellement de démocratiser? Puis je poserai la même question à Dirk, Andoni et Frédéric. Je pense que la mondialisation dans la recherche, c'est un point très important. Et dans le domaine je ne peux pas parler pour d'autres maladies. Dans le domaine des maladies de l'hémoglobine, elle est très patente et on travaille de façon très fréquente ensemble. Et notamment est apparu le niveau européen, qui n'était pas forcément évident il y a une dizaine d'années. Mais avec European Hematology Association ou avec les filières, les European Rare Disease Network, on travaille ensemble. Donc ça, je pense que c'est un outil important. Après, dans la pathologie dont je parle, il y a cette question de son extrême variabilité clinique, où je pense que les patients vont jouer un rôle parce qu'ils sont à l'heure actuelle dans des carrefours. Quelqu'un qui a 14 ans, est-ce qu'il va partir sur une greffe haploïdentique? Parce qu'il peut le faire, ça. On a tous, en gros, un père, une mère ou un frère ou une sœur, quoi. Ou est-ce qu'il va partir sur un essai crizanlizumab? Ou est-ce qu'il va se réserver pour la thérapie génique, etc. Alors, il faut qu'il y ait une réflexion commune, et je pense avec des associations de parents. Alors, à titre personnel, on a créé avec Catherine Tourette-Turgis l'Université des patients, qui est en fait c'est Catherine qui l'a créé, moi j'ai suivi, l'idée que les patients transforment leur expérience en expertise. C'est le grand slogan, transformer son expérience en expertise, mais je pense que là, on est dans une période de cruciale. Et donc, je pense que ça, cette mise en commun mondiale, et ce partenariat entre des patients experts qui n'y avait pas tellement dans le monde des maladies de l'hémoglobine, mais qui a maintenant dans toutes sortes de pathologies, ça va énormément nous faire avancer. Parce que c'est une vraie question. Vous êtes un jeune couple, vous avez un enfant qui a 3 ans qui a la drépanocytose. Est-ce que vous allez faire un diagnostic prénatal pour le suivant? Oui, non. Il y a des mamans, elles me disent, moi, je ne vais pas faire de diagnostic prénatal. De toute façon, vous allez le guérir par la thérapie génique. C'est une question quand même. Et puis, est-ce qu'ils vont faire un diagnostic préimplantatoire? Oui, non. Enfin, il y a des questions qui sont éthiques, morales, puis derrière aussi, à vrai dire, économiques. Mais ça, nous, on a la chance de ne pas en parler du coût. Pour le moment, on n'est pas confronté au problème du coût. Mais je pense que cette mondialisation des expériences et ce rôle des patients va sans doute faire exploser cette pathologie. Moi, quand j'ai commencé, effectivement, l'espérance de vie était assez réduite. Et pour la thalassémie, les patients, il y a 40 ans, ne dépassaient pas 20 ans de vie, quoi. Maintenant, les femmes sont mamans, mais elles n'ont pas un Teglo qui a été barré par Bluebird en Europe. Très bien, merci. C'est un bon plaidoyer, je pense, pour la collaboration internationale, européenne et au-delà. Ensuite, il y a l'enjeu de l'accès. Alors, on n'a pas la solution pour l'instant. On l'aura sûrement un jour, mais on ne l'a pas pour l'instant. Je me tourne vers Dirk pour savoir si éventuellement il y a des possibilités technologiques d'accès beaucoup plus facilité à des prix moins importants de toutes ces innovations. Est-ce que vous imaginez de nouvelles approches, de nouvelles plateformes qui permettent pour un patient donné, alors bien sûr c'est de la médecine parfois personnalisée, quand on édite un gène, etc., c'est très personnalisé, mais est-ce que vous avez dans votre entreprise ou dans votre connaissance des perspectives positives? Vous savez, je suis de nature
positive et optimiste, étant donné la promesse et surtout l'espoir, je crois qu'on a l'obligation de trouver une solution. On a une obligation commune. Mais je crois qu'il est important de réaliser, actuellement, on parle d'un problème d'accès pour des médicaments individuels. Il y en a quelques-uns qui sont disponibles, et il y en a quelques-uns qui sont malheureusement pas encore disponibles pour le patient. Mais avec l'évolution qu'on voit, avec les nombres d'études qui sont en cours, avec le nombre de médicaments génétiques qui vont arriver d'ici bientôt, ça nécessite une réflexion. Et je comprends parfaitement le souci, parce que non seulement on parle de durabilité des médicaments, mais aussi parle de durabilité sur la sécurité sociale. Est-ce qu'on peut encore accommoder tous ces nouveaux médicaments avec le budget existant? Une question de ressources et de budget. Donc on comprend parfaitement. Et dans notre société, bien sûr, on a des réflexions. Et ce ne sont pas des réflexions qu'on a parmi nous. Ce sont des réflexions avec les associations patients, avec les académiques, avec les autorités compétentes, etc. Bien sûr, parce que c'est non seulement dans notre intérêt, mais surtout dans l'intérêt des patients que ces traitements deviennent disponibles. Avec un modèle économique qui est aussi fiable et qui permet toujours de fonder l'innovation. Donc, quelque part, il faut trouver un équilibre. Mais je suis assez confiant. Mais je crois qu'il est important aussi, c'est que les gens qui doivent prendre des décisions comprennent très bien l'innovation de rupture que ça représente et l'espoir pour les patients que ça représente. Donc, je crois que ça commence avec une bonne éducation. On ne parle pas de médicaments qui doivent être administrés de façon journalière, mensuelle. Parfois, ce sont des traitements une fois avec, espérons-nous, un effet durable à vie même. Donc, ça nécessite une évaluation peut-être totalement différente, avec aussi des financements totalement différents. Et je donne un exemple. Est-ce qu'on pourrait s'imaginer qu'on arrive à un financement sur base des résultats obtenus? Si le médicament ne marche pas, on ne paye pas. Si le médicament marche, on paye. Ce n'est qu'une idée. Il y a d'autres pistes de réflexion. Mais si on veut trouver un système durable qui nous permet d'accommoder toutes ces nouveautés, ça nécessite une réflexion entre différents partenaires, ça c'est certain. Très bien, oui, ça me fait penser à la multidisciplinarité de tous nos métiers. Et là, c'est vrai que sur les enjeux économiques, ce que vous venez de proposer, qui est en fait un pari du succès et donc un engagement financier du payeur en fonction de ce pari, c'est très, très intéressant. On en a entendu parler dans d'autres sujets. Frédéric, peut-être un commentaire? Je pense qu'il y a aussi une autre dimension, hein. Alors, on a parlé de mondialisation et évidemment, la mondialisation au niveau du partage scientifique, surtout dans nos maladies, est critique, hein, compte tenu de leur rareté. Mais on voit bien que lorsque les financements, quand les sociétés ne sont pas financées en Europe, ne sont pas implantées en Europe, eh bien, elles prennent des décisions qui sont de l'ordre de leur logique économique propre. L'exemple de Bluebird, pour moi, voilà, je pense qu'il faut véritablement se pencher dessus. Créés autour d'actifs français et puis ceux qui nous sont aujourd'hui pas disponibles. Alors, ça met le doigt sur le fait que si nous n'avons pas en France et en Europe les moyens financiers de développer ces produits, il y a une palette d'instruments financiers, que ce soit des instruments financiers de caractère public, des fonds d'investissement, mais si nous ne le faisons pas en France et en Europe, eh bien, c'est notre indépendance, notre souveraineté sanitaire qui est en jeu. Et là, on en a un exemple. Et je n'ai pas l'impression, je suis un peu polémique, mais je le vis de manière quotidienne, hein, je n'ai pas l'impression que le message, malgré les discours de façade, que ce discours-là, que dans les faits, on ait bien pris la mesure de l'enjeu. Peut-être parce qu'il s'agit de maladies rares, peut-être parce qu'on considère qu'il y a d'autres problèmes plus importants. Mais aujourd'hui, le financement des développements pour des thérapies innovantes pour les maladies rares, il est extrêmement compliqué à mobiliser en France et en Europe. Merci, hein, c'est très important et les politiques peut-être nous écoutent. Qui sait? Voilà. Je crois, il se passe des choses en ce moment, hein, il y a beaucoup d'engagement. Il y a beaucoup d'engagement, oui, mais en tout cas, les réalisations ne sont pas là sur le terrain. On jugera là-dessus. Je le dis très franchement. Voilà, on jugera là-dessus et puis on espère que ces discussions et ces opportunités, parce qu'il y a des opportunités, discuter de la théorie, c'est toujours pratique, mais là, il y a des solutions très, très intéressantes. Une petite question pour Andoni. Donc, dans les neuropathies rares, là, on a vu la palette de traitements disponibles, neuropathies rares en particulier irritables. On a vu que la plupart des traitements sont des traitements que l'on administre de façon récurrente.
On a entendu nous dire que peut-être un jour il y aura un traitement one shot. On a vu le papier du New England que tu nous as présenté. Aujourd'hui, tu as parlé, par exemple, pour un des produits, d'une injection toutes les 3 semaines. Et là, on pense aux patients. Est-ce que vous avez la possibilité pour le patient d'avoir accès à ces thérapeutiques au domicile? Est-ce que ça impose de venir à l'hôpital? Je pense aussi aux coûts associés. Si on a des traitements à domicile, c'est souvent moins cher. Ouais. Donc au départ, effectivement, c'était uniquement à l'hôpital, mais le Covid a changé tout ça. Et Ouais. il y a eu un moment où effectivement les patients ne venaient plus à l'hôpital et on a mis en place un système de traitement à domicile qui s'est pérennisé en fait en pratique et qui fonctionne bien. Cela dit, les choses vont changer puisque les industriels ont monté des protocoles auxquels on participe pour simplifier ces galéniques. Et on va passer probablement de l'IV toutes les 3 semaines à une sous-cutanée tous les 6 mois ou peut-être une fois par an. Donc les choses vont se simplifier de ce côté-là. Et je rebondis sur ce qui se disait tout à l'heure, le fonctionnement en réseau, effectivement, il est super important dans les maladies rares. Et vous avez vu les papiers du New England avec David Adams de Bicêtre en premier nom, qui a fait un travail énorme de coordination avec des patients qui ont été inclus dans le monde entier, mais avec, je rejoins un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure, avec des traitements qui ne sont pas disponibles dans le monde entier. Tous ces traitements que je vous ai montrés, la plupart des pays d'Amérique du Sud n'y ont pas accès, beaucoup de pays européens n'y ont pas accès. Voilà, je retombe un petit peu sur ce que vous disiez tout à l'heure. Et pour ce qui est de la souveraineté, peut-être un petit mot aussi très rapide. Tous ces traitements ont été montés par des entreprises américaines, toutes, Intelia, Pfizer, Alnilam, Eidos, enfin voilà. Aucun de ces médicaments n'est issu de la recherche française ou européenne. Voilà, c'est à méditer. Oui, il y a quand même BioNTech sur le vaccin, nos amis allemands de Mayence, qui nous donne un petit peu de baume au cœur pour les Européens, mais qui ont quand même eu besoin d'un géant mondial pour développer leur perspective. Alors, on a eu une superbe table ronde, je pourrais rester toute la journée. On va passer aux questions de ceux qui nous écoutent, et je vais citer leurs noms. Alors, certains me posent des questions sur le vaccin du Covid, on va peut-être pas le faire aujourd'hui, mais si les personnes veulent vous contacter, je pense que c'est possible. Alors là, je vais commencer par Andoni, vu que tu avais la parole il y a une seconde. Donc là, tu as bien présenté l'amylose, où il y a une accumulation de protéines anormales qui induit une maladie. Et Virginie Brofasser te demande, est-ce qu'il existe des exemples aussi efficaces sur des maladies où il y a une perte de fonction de la protéine? En termes de siRNA, non. Là, tel que je le vois, dans les maladies génétiques avec un gain de fonction toxique, on est plutôt sur le siRNA et oligo-antisens. Et sur les maladies plutôt récessives avec une perte de fonction, on est plutôt sur la thérapie génique. C'est très schématique ce que je dis. Mais grosso c'est une modo, chance d'avoir une palette d'outils pour répondre à toutes les questions. Exactement. C'est formidable. Enfin, si on m'avait dit il y a 20 ans qu'on aurait une table ronde avec autant de richesses, alors on va y arriver. On va y arriver, mais c'est formidable. Une question pour Dirk sur les approches de thérapie par ARN messager. Quelles sont les méthodologies, vous en avez parlé un peu, pour éviter les réactions immunitaires et les administrations à haute fréquence? Peut-être vous en avez un peu parlé, mais peut-être quelques notions. C'est vraiment... nous sommes en train d'étudier ça aussi, donc je n'ai pas la réponse précise, donc il faut de la recherche additionnelle. Si je peux me permettre sur l'administration, parce qu'actuellement le vaccin est administré par des nanoparticules lipidiques, qui nous permet d'avoir un vaccin stable. Nous sommes en train de regarder est-ce qu'il y a d'autres moyens de transportation pour administrer le mRNA. On regarde la plateforme AAV, on regarde d'autres plateformes aussi, mais tout ça avec un but de pouvoir cibler l'organe où l'ARN doit être administré. De nouveau, on ne cible pas les cellules immunitaires, on cible vraiment des organes spécifiques où l'ARN doit s'exprimer et fabriquer la protéine. Donc c'est en quelques mots. Sur le problème d'immunogénicité, je vais skipper la question si vous permettez. On fera ça la prochaine fois. Oui. Donc là, je remercie, c'était Sophie Javerza qui nous a posé cette question. Je Merci. le dis parce que j'avais promis de citer les noms de ceux qui nous écoutent et qui posent les questions. Alors, peut-être une question pour Frédéric. Moi, je vais le faire tourner comme ça. Et puis surtout, c'est une bonne question pour le généton. Donc, les thérapies géniques semblent ne pouvoir être développées que pour les maladies rares les plus fréquentes. Alors, vous allez répondre à ça parce que ce n'est pas complètement vrai. Quid des maladies ultra rares? Alors, bon, donc il y a Et c'est plusieurs... une question de Céline Angin.
Alors, il y a plusieurs aspects dans cette question. Nous, à Généton, nous développons des traitements de thérapie génique pour des maladies ultra rares. La maladie de Wiskott-Aldrich, c'est quelques patients par an en Europe. La maladie de Crigler-Najjar, voilà, on parle là bien de maladies ultra rares. Alors, on a aussi un développement pour la myopathie de Duchenne, hein, qui est aussi au cœur des préoccupations, évidemment, du combat de l'AFM historiquement, alors qu'il y a une maladie rare, mais plus fréquente. Donc, on travaille sur l'ensemble, on travaille sur des maladies sans tenir compte de leur fréquence. Alors, par contre, se pose la question du modèle économique, parce que une fois que ces essais auront montré l'efficacité de ces produits chez les patients, quel accès, quel modèle économique. Autant on peut trouver des partenaires pour les maladies fréquentes, pour les maladies rares les plus fréquentes, autant c'est très compliqué pour les maladies ultra rares. Et donc nous, on est vraiment en train de plancher autour du modèle économique, savoir, voilà, est-ce qu'il faut déposer une AMM, par exemple, qui est une étape évidemment importante mais extrêmement coûteuse. Quand vous avez montré que ça marche chez les patients, est-ce que vous avez vraiment besoin de l'ensemble des éléments liés à l'AMM? Mais quelle modalité, quelle modalité de paiement, quelle modalité d'accès? Donc il y a une vraie question. L'absence aujourd'hui de modèle économique bien établi pour les maladies ultra rares est un enjeu que nous essayons d'aborder, mais ce qui ne nous empêche pas, nous, de travailler en développement clinique sur des maladies rares ou ultra rares. Très bien, merci Frédéric. Dirk? Je peux ajouter, si je peux, parce que c'est vrai que pour des maladies qui sont ultra rares et qui ne touchent que certains patients, et donc c'est vrai, vous avez raison, c'est un modèle économique qui pour nous n'est pas attractif. C'est vrai, je ne veux pas le nier. Mais néanmoins, il reste un besoin important. Il y a aussi des patients qui souffrent de certaines maladies ultra rares pour laquelle la technologie offre des perspectives, sans aucun doute. Hein. Et je vais peut-être citer une initiative américaine qui est très très importante et utile. C'est un consortium qui s'appelle Bespoke Gene Therapy Consortium. C'est un consortium entre National Institute of Health, FDA, certaines sociétés biotechnologiques, pharmaceutiques, associations patients, etc., qui ont l'objectif de développer au moins 5 à 6 médicaments thérapie génique pour des maladies ultra rares, avec le but de ne pas faire du profit, mais de mettre à disposition la technologie existante pour pouvoir développer et fabriquer des médicaments qui puissent servir à des patients avec des maladies ultra rares. Est-ce que c'est une initiative qui doit être prise dans un pays individuel? Je ne crois pas. Ça, je crois que ça nécessite une collaboration européenne avec comme votre association, comme Téléthon, comme peut-être d'autres. Mais là, de nouveau, peut-être comme une suggestion gentille aux autorités françaises, quand ils prennent la présidence, peut-être que c'est une initiative qui est peut-être abordée, parce que le besoin est là, sans aucun doute. Et les patients ont besoin de notre support, non seulement de notre support, mais de support de plusieurs acteurs dans le domaine. Merci beaucoup. C'est vrai que la présidence européenne de la France est importante. Malheureusement, c'est très court dans une période politique assez complexe, hein, vu qu'il y a des élections présidentielles en France, mais ça n'empêche pas de travailler, au contraire. Et c'est vrai que la santé est devenue quand même une problématique tellement dominante en Europe, alors qu'elle était normalement en dehors de la compétence européenne et dans la compétence nationale. Là, je suis, moi, avec beaucoup d'intérêt, le programme EU for Health, qui est modeste par rapport, c'est plus modeste que ce que vous engagez chaque année en recherche et développement, mais c'est beaucoup plus que ce qu'on avait avant. Et Marianne a cité tout à l'heure les réseaux européens de référence, qui sont en fait les grands frères ou les petits frères des réseaux français, hein, des filières et des centres de référence. Et là, moi, à titre personnel, comme moi, par exemple, je préside la Société européenne de pneumologie, j'ai dit que je souhaitais que les réseaux européens de référence dans les maladies respiratoires rares soient mis en avant. Et donc la mucoviscidose est bien sûr pas autour de la table aujourd'hui, mais il y a eu des progrès extraordinaires. Et je pense que grâce à vous, les industriels, les académiques et les chercheurs et les patients, on doit arriver maintenant à concrétiser beaucoup de choses. Donc je profitais de l'opportunité pour rebondir là-dessus. Il nous reste quelques petites questions et quelques minutes.
Donc il y a une question ici de Gwendoline Delecourt et de Pauline Lebellec qui sont assez proches, et c'est peut-être pour Frédéric ou dire que ça va parler de nanoparticules lipidiques. Donc celui d'entre vous qui souhaite intervenir. Donc Gwendoline Delecourt, où en sont les recherches sur des nanoparticules synthétiques de type polymère qui sont réputées pour être plus stables que les lipides notamment? Et deuxième question de Pauline Lebellec. Il a été mentionné que la montée en échelle de production des virus est peu robuste et coûteuse, mais qu'en est-il des nanoparticules lipidiques? Envisagez-vous d'autres types de vecteurs? Donc je ne sais pas lequel de vous deux souhaite. Sur les nanoparticules lipidiques, je me permets de dire que je ne suis pas un expert. Je ne suis pas suffisamment expert pour pouvoir répondre à la question de façon correcte. Donc, sur l'autre question, je crois que certainement il y a d'autres plateformes qu'on doit envisager. Actuellement, il y a la plateforme Lento Ex Vivo, il y a le InVivo Adenovirus Platform. Il y a d'autres plateformes qu'on peut certainement envisager, mais qui sont toujours en phase d'exploration, pas encore très concrets. Non, mais je ne vais pas apporter de parole d'expert sur les nanoparticules lipidiques, dont je sais néanmoins en effet qu'elles sont plus simples à fabriquer que les vecteurs recombinants. Donc ça aujourd'hui c'est clair. Donc, mais sans avoir la capacité. En même temps, aujourd'hui, il n'y a pas d'outil équivalent au vecteur recombinant pour apporter un gène thérapeutique. Alors, c'est tout à fait suffisant pour la vaccination aujourd'hui, les nanoparticules lipidiques. Voilà, la formulation du vaccin ARN est suffisante pour apporter la petite quantité qui suffit à stimuler une réponse immunitaire. Par contre, aujourd'hui, cette technologie n'est pas mûre pour apporter la quantité de gènes thérapeutiques qui est nécessaire pour aucune des maladies dont nous avons parlé aujourd'hui. Donc, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Pas sur l'aspect fabrication pour les nanoparticules lipidiques, mais véritablement sur la capacité à apporter de manière efficace le gène thérapeutique. Merci. Oui, on est tous autour de la table suffisamment expérimentés, pour ne pas dire un peu âgés, pour dire qu'on a vu quand même des explosions technologiques tellement incroyables que tout est possible. Et dès qu'on a une idée, il y a toujours un Coréen, un Américain, un Français parfois, capable de mettre sur le papier des choses qui paraissent impossibles. J'ai encore des questions, peut-être des questions un peu générales. Vous prenez si ça vous intéresse. Denis Servant, y a-t-il une restriction technique à l'application d'une approche de thérapie génique à l'ensemble des maladies héréditaires génétiques? Est-ce qu'en théorie, peut-être pour Frédéric d'abord, est-ce qu'en théorie, toutes les pathologies héréditaires sont accessibles à une approche de thérapie génique? Alors, c'est pas une question à laquelle on répond en 30 ouais. secondes, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais la thérapie génique telle qu'elle a été pratiquée, avec des vecteurs recombinants, c'est essentiellement de la thérapie génique pour des maladies récessives. Voilà. Donc, maladie récessive, transfert de gènes, on apporte une copie normale du gène qui est muté et on compense l'effet de la mutation. Pour, comme ça a été dit tout à l'heure par Andoni, pour des maladies dominante, il va falloir inactiver le gène malade, et donc là les approches de siRNA, qui sont aussi des approches thérapeutique, mais enfin qui sont un peu différentes, sont plus de CRISPR-Cas9, sont plus adaptées. Alors maintenant, une fois qu'on a dit ça, est-ce que toutes les maladies récessives sont adaptées à la thérapie génique? C'est plus une question ensuite de faisabilité d'un essai clinique sur des maladies, par exemple, des maladies dégénératives dont la dégénérescence s'inscrit sur de longues périodes, 10, 20, 30 ans. Faire un essai clinique, c'est compliqué parce que c'est compliqué d'évaluer l'effet thérapeutique. Une maladie qui va conduire au décès du patient dans les 6 mois, évaluer l'effet thérapeutique, c'est malheureusement relativement simple. Quand c'est un paramètre biologique ou immunitaire qu'on mesure dans le sang, c'est relativement simple. Quand c'est un effet dégénératif sur de nombreuses années, c'est plus compliqué. Donc j'ai envie de dire oui en théorie, et ensuite c'est la pratique qui va guider la faisabilité des essais. Merci. Andoni, un élément important peut-être aussi, c'est le tissu cible qui joue énormément. Est-ce que c'est une maladie musculaire? Est-ce que c'est le système nerveux central qui est moins accessible? Donc du coup, la voie d'accès se pose. Est-ce qu'on fait de l'intratécal? Est-ce qu'on fait de l'intramusculaire? Donc c'est un élément important aussi. Très bien. Vu qu'on intéresse tout le monde, on me dit que j'ai encore quelques minutes. On a un peu de supplément. On remercie les gens qui nous écoutent pour dire ça. Je vais quand même poser la question de Thomas Bolzec sur le vaccin. Ça serait quand même dommage. La question est pour Dirk. Alors, c'est une question assez longue.
Donc, en effet, la plateforme ARN messager propose de très nombreuses possibilités thérapeutiques à développer pour les prochaines années. Cependant, dans le cadre de la fabrication de vaccins, pourriez-vous nous résumer les avantages et les inconvénients de cette plateforme? J'imagine que les coûts de développement et la flexibilité pour s'adapter à n'importe quelle séquence d'acide nucléique en font partie par rapport à la méthode classique de production des vaccins virus désactivés. On a tous vu la grippe dans votre projet. Moi, je suis pneumologue, le vaccin contre la grippe, il est perfectible. Hein, et peut-être qu'avec une approche type ARN messager, on aura de meilleurs résultats. Donc je trouve que c'est une question quand même qui s'intéresse aussi aux maladies rares, parce que toutes les maladies rares en général sont vaccinées contre les infections respiratoires fréquentes qui sont de grands tueurs. Hein. Il n'y a pas que le Covid. La grippe, chaque année, c'est entre 10 et 50 000 morts. Donc c'est une bonne question. Et il me dit, Thomas Bolzec, j'espère ne pas trop être hors sujet, donc j'ai réfléchi pour que ça ne soit pas hors sujet. Voilà. Je vais essayer de résumer. C'est effectivement une plateforme qui est très très promettante pour différents types de vaccins. On a démarré une étude clinique maintenant en grippe, tout récemment. Notre partenaire BioNTech a démarré une étude, un vaccin contre le malaria, aussi en utilisant le mRNA. Il y a plusieurs avantages, mais je crois que pour la grippe et autres types d'infections, un grand avantage, c'est la flexibilité. C'est la flexibilité de pouvoir modifier, de bien targeter la source de l'infection, le virus. Donc, on a une grande flexibilité et aussi ce qu'on appelle en anglais scalability. Donc, en peu de temps, fabriquer beaucoup de vaccins. Ce sont deux éléments clés qui nous disent que la plateforme ARN est probablement une plateforme extrêmement promettante pour remplacer la technologie existante. Merci, c'est un bel espoir quand même. Hein, moi. Encore une fois, comme pneumologue, voir des vaccins probablement plus efficaces, fabricables à très grande échelle, avec une certaine rapidité. Alors ensuite, il y a le problème du stockage. Hein, peut-être deux éléments là. Je donne l'exemple parce qu'il y a maintenant 4 variantes. Il y a le Delta. On sait que le vaccin existant a une bonne efficacité contre le Delta, mais qui sait, une autre variante peut s'émerger. On a la technologie en place pour relativement vite modifier d'autres vaccins qui puissent aussi adresser les autres variantes qui peuvent s'émerger. Deuxième chose, au début, on devait le stocker à moins 70, vous le savez très bien. Actuellement, on peut le stocker à moins 20. On continue notre recherche et on a bon espoir que l'année prochaine, on peut le garder dans un frigo. Donc pour dire, on continue la recherche, on continue à améliorer le vaccin. Ça ouvre de perspective non seulement pour Covid, mais aussi pour d'autres types de vaccins qui sont extrêmement prédominants dans des pays Afrique, Amérique latine, etc. Je pensais à eux justement parce que là-bas, un frigo, c'est déjà pas mal. Exact. Et donc, ça serait formidable. Hein. Je pense aussi à tous les professionnels de santé de terrain, les infirmières, les pharmaciens, les généralistes, qui ont vraiment les patients en première ligne. Et ces avancées sont formidables. Peut-être que l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous souhaite apporter un élément final dans cette belle table ronde. Est-ce que Marianne, Andoni, Frédéric, dire que vous souhaitez une dernière prise de parole? Peut-être vous avez commencé votre session en utilisant le mot espoir. Ouais. Et je crois que c'est vraiment très très important. Il y a des obstacles à surmonter. Il y a sur l'accessibilité, technologie et autres. Mais je crois que le mot-clé ici est espoir. Quand on a vu l'évolution où on en était il y a 10 ans et on voit où on en est maintenant, ça ouvre des perspectives énormes. Et je le dis souvent à ma famille et à mes collègues, je suis dans une position extrêmement privilégiée de pouvoir suivre ça sur le premier banc. C'est formidable. L'espoir, c'est le mot-clé et une réalité. Donc, on est très heureux de finir sur cette touche positive. Alors moi, je voulais faire aussi un plaidoyer pour les acteurs académiques aussi, parce que vous êtes tous d'horizons variés. Les industriels sont absolument nécessaires et vous faites en fait de la recherche académique. Hein. Si nos collègues de l'Université de Mayence avaient eu le prix Nobel, j'avais une bonne introduction. Ils ne l'ont pas eu cette année, mais ils l'auront probablement une année. Et globalement, quand même, le partenariat qui va du patient aux aidants jusqu'aux scientifiques, académiques, aux cliniciens de terrain et aux cliniciens hospitaliers et hospitalo-universitaires, c'est vraiment une martingale très positive.
Et on est, nous, Parisiens, parce que c'est la période Covid, on a facilité l'accès au plateau à des Parisiens, mais dans toute la France, il y a quand même une expertise remarquable. Remarquable dans le domaine des maladies rares, mais remarquable en recherche fondamentale, recherche sensationnelle et recherche clinique. Alors, on aime bien se battre. La coulpe régulièrement en France, on dit souvent qu'on a beaucoup de points négatifs et c'est une réalité, on essaie de les améliorer, mais il y a aussi des points positifs et en particulier les grands regroupements universitaires, hein, Université de Paris, Université Paris-Saclay, et dans ce développement-là, il y a aussi des nouveaux partenaires qui se montent. Par exemple, à l'Université de Paris-Saclay, que je connais particulièrement bien parce que j'y suis, il y a maintenant la création d'écoles graduées, de graduate school. Et il y a une école graduée qui s'appelle Santé et Médicaments, dans lequel on a mis en même temps, dans le même ensemble, des chimistes, des pharmaciens, des médecins, avec accès par des objets interdisciplinaires aux mathématiques. Vous savez, Paris-Saclay est premier mondial en mathématiques, mais également à la physique et également aux sciences humaines et sociales, etc. Donc honnêtement, on est perfectible, on est tous perfectibles, mais je crois qu'on a en France un tissu en évolution qui va nous permettre d'être des partenaires crédibles et fiables pour les industriels et bien sûr pour les patients. Donc, je vais maintenant passer à une petite annonce, hein. Là, je vous donne quelques informations. Donc, d'abord, merci Marianne, Frédéric, Dirk et Andoni. Merci à vous tous. Alors là, on vous propose une courte pause pour écouter les interventions de nos partenaires, donc Chiesi et Sanofi Genzyme à cette occasion. Et on se retrouve ici même, au plus tard à 15h30, pour la session 5 sur le thème de l'accès au traitement. Et c'est une suite tout à fait logique à nos discussions d'aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite une bonne pause et à très bientôt.